Bien, bonjour à tous pour cette seconde conférence cet après-midi autour du cycle l'année 1941, la décision, avec c'était intitulé que nous avons choisi création pour l'anniversaire de la création du commissariat général aux questions juives. Nous, à nos côtés, pour cette conférence, les historiens, donc Laurent Joly, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez publié récemment aux éditions Poche votre ouvrage, donc L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite 1940-1944. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage de référence sur le commissariat général aux questions juives, donc Vichy dans la solution finale 1941-1944 aux éditions Grasset en 2006, qui était issu de votre thèse. Vous êtes donc l'auteur aussi de nombreux ouvrages et articles sur cette question. À vos côtés, Tal Brutman, vous êtes historien. Vous avez publié aussi de nombreux ouvrages, certains en coopération avec Laurent Joly, notamment La logique des bourreaux chez Hachette en 2003, Au bureau des affaires juives, l'administration française et l'application de la législation antisémite 1940-1944 aux éditions La Découverte en 2006, Arianisation économique et spoliation en Isère en 2010 aux éditions Presse universitaire de Grenoble. Vous avez aussi co-dirigé le colloque et ensuite la publication aux éditions du Seuil en 2012 pour une micro-histoire de la Shoah. Vous coopérez régulièrement également avec notre institution. Merci à tous les deux d'être là. À vos côtés, David Guibaud, vous êtes doctorant à l'École des études en sciences sociales et vous travaillez actuellement sous la direction de Laurent Joly justement à une thèse qui est consacrée aux administrateurs provisoires des biens juifs entre 1940 et 1944. Pour présider ces échanges, Alexandre Doulu, vous ordonnancerez donc ces débats. Vous avez publié de nombreux ouvrages et articles également sur l'histoire de la Shoah, notamment avec Sandrine Labo et Serge Klarsfeld. Et actuellement, vous terminez une thèse que vous allez soutenir très bientôt intitulée La Shoah en France, changement d'échelle. Voilà, donc nous allons aujourd'hui évoquer donc la création du commissariat général aux questions juives, créé donc le 29 mars 1941, alors que le dispositif législatif était déjà en place pour la persécution des Juifs en France depuis 1940. Mais l'année 1941 constitue un tournant, avec donc la mise en place de cet organisme administratif qui est le commissariat général aux questions juives. Donc, on va évoquer quelles en sont les attributions, quelles en sont ses missions, et également quelles ont été, on essaiera d'évoquer une sociologie de quels ont été ces administrateurs provisoires, qui sont très nombreux, et comment s'est passée la mise en œuvre par ces administrateurs de l'organisation économique en France. Merci. Alexandre. Merci Pauline Dubuisson d'avoir rassemblé ce beau plateau de vrais spécialistes. Alexandre, on vous entend très mal. Un problème de connexion. Ah, effectivement, il y a un problème. Alexandre, est-ce que vous pourriez couper votre caméra juste 2 secondes pour... Excusez-nous, on a un petit souci avec le son. On va essayer de le régler rapidement. Alexandre, est-ce que vous pouvez couper votre caméra quelques instants, juste au moins, pour qu'on puisse vous entendre? Non. Là, c'est mieux. Là, vous m'entendez. Prendrez la parole après. Laurent Joly. Là, on vous entend bien, Alexandre. J'ai coupé 2 secondes votre caméra parce que... Ok, d'accord. Allez-y. Alors, je suis navré pour ce problème technique. Oui, je disais que Pauline Dubuisson, cette conférence, ces 3 conférences se situent dans un cycle sur l'année 1941. C'est vrai que c'est assez original.
puisque normalement, dès qu'on touche à l'histoire de la Shoah en France, c'est l'année 42 qui s'impose le plus souvent, mais il se passe effectivement tout un tas de mises en place administratives, de lois importantes et donc d'organismes très importants comme le Commissariat général aux questions juives durant cette année-là. Donc nos intervenants vont en parler. Il y aura d'abord Laurent Joly qui nous fera une présentation de tout ce contexte, la création du commissariat, etc. Ce sera le tour de Tal Brutman qui rebondira peut-être sur le travail de Laurent Joly et qui nous rappellera tout ce que lui a pu rassembler comme informations sur les fichiers, en particulier sur le recensement qu'il a particulièrement bien étudié. Et donc, David Guilbault, c'est vous qui clôturerez les débats avant les questions, et avec une question très intéressante et très novatrice qu'on attendait depuis longtemps sur les administrateurs provisoires, qui sont donc les chevilles ouvrières de la spoliation des Juifs en France. Désolé pour ma connexion. Laurent Joly, je vous cède la parole. Laurent. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ouais. Ça va, il n'y a pas de problème. Bon, eh ben, on a de la chance pour l'instant avec la technique. Donc, je vais, moi, pas parler de ce que le Commissariat général aux questions juives a fait et de son action à la fois juridique et très concrète avec la spoliation des biens juifs. C'est Tal Brutman et David Guilbault qui en parleront. Moi, je vais parler du contexte de sa création, et parce que, évidemment, le contexte de sa création détermine ce que va être sa politique. Alors, je vais rappeler quelques éléments qui paraîtront un peu évidents pour beaucoup d'entre vous, mais ils sont importants. D'abord, le commissariat général en question juive, ça paraît une évidence de le dire, c'est une création franco-allemande. Et c'est pas si évident que ça, parce que jusqu'en mars 41, il y a véritablement deux politiques qui sont parallèles, même si évidemment elles se déterminent l'une par rapport à l'autre. Quand on voit ce que Vichy fait et quand on voit ce que les Allemands font en zone occupée, c'est comme si ça répondait à des objectifs différents. Donc Vichy a fait un statut des Juifs. Je passe sur les premières mesures, mais en gros, les principales mesures contre les Juifs de Vichy, c'est le statut. Donc c'est vraiment éliminer l'influence des Juifs d'un point de vue politique, d'un point de vue administratif. Les Juifs sont éliminés de fonctions soi-disant influence, plus de Juifs dans la police, plus de Juifs dans l'enseignement, plus de Juifs dans la magistrature. Donc c'est 3000 personnes qui sont touchées. Et c'est une politique d'internement administratif des réfugiés, des juifs étrangers. Satal a récemment fait un article très important sur cette politique de Vichy de 1940 dans le dernier numéro de la revue d'histoire de la Shoah. Donc vous voyez, ça c'est la politique de Vichy. En zone occupée, les Allemands ont une politique qui se revendique de considérations sécuritaires. Ça leur permet d'ailleurs de contourner la Convention de La Haye. Normalement, ne permet pas, comme ça, de s'en prendre à l'occupant, de s'en prendre à des populations pour des raisons religieuses. Donc, on s'en prend aux Juifs pour des raisons sécuritaires. Donc, on interdit le retour des Juifs qui sont partis en zone libre. On recense les personnes et les biens. On veut les identifier, donc on marque leur pièce d'identité, et puis on va marquer les magasins, c'est la fiche jaune, et puis là, une spoliation qui ne dit pas encore son nom, et qui n'est d'ailleurs pas une spoliation, puisque la vente des biens juifs qui est préconisée à partir d'octobre est obligatoire à partir d'octobre 1940. Le revenu des biens, en principe, et de fait revient aux Juifs, même si évidemment les conditions de vente sont pas... Mais on n'est pas encore dans une spoliation, et c'est vraiment le printemps 41 qui va constituer à cet égard-là un tournant. Alors qu'est-ce qui se passe au début de l'année 1941 pour qu'on va aboutir à la création de cette espèce de grand ministère de l'antisémitisme qui va s'appeler le Commissariat général aux questions juives. Il y a deux logiques. La logique de la solution finale, qui
commence à être planifiée, enfin elle l'est depuis de longs mois, par les services compétents, c'est-à-dire au sein de l'Office central de sécurité du Reich, vous avez un service des affaires juives, et vous avez donc des gens, donc Adolf Eichmann et des gens autour de lui, qui, avec leurs supérieurs, donc Heydrich, et les délégués qui sont un petit peu partout en Europe, ils font des plans, ils planifient le moment où on pourra mettre en œuvre véritablement la solution finale, qui consiste pas encore dans l'assassinat systématique, mais qui consiste à trouver une zone quelque part où on mettra les Juifs et où ils sont amenés à terme à disparaître. Donc le délégué d'Eichmann en France, Théodore Dannecker, il a déjà été envoyé en Pologne pour prospecter. C'est quelqu'un qui est un vrai spécialiste et qui continue ce travail-là en France et donc fait un plan le 21 janvier 1941 qui découle lui-même d'un autre plan qui a été rédigé par Heydrich et qui vise à préparer cette vaste politique de refoulement des Juifs. Alors, ce plan, pour préparer ça, alors il dit l'ordre d'Hitler, la volonté du Führer, la question juive devra être amenée après la guerre vers une solution définitive dans les parties de l'Europe dominées ou contrôlées par l'Allemagne. Pour ce faire en France, il faut préparer les étapes qui vont véritablement séparer les Juifs du reste de la population. Donc pour ça, il faut un opérateur unique qui permette de vraiment, mais c'est les Français qui en seront les responsables, qui permettra d'aller plus en avant dans cette politique allemande. Alors Dannecker, il prévoit un grand ministère qui engloberait à la fois des services qui existent déjà, comme le service des affaires juives de la préfecture de police de Paris, comme il imagine aussi un institut d'études des questions juives. Bref, il imagine un organisme à la fois policier, administratif, de propagande, qui s'occupe donc de police, d'organisation économique, de camps de concentration, qui crée aussi une association obligatoire des Juifs. Enfin, il imagine vraiment quelque chose qui chapeauterait tout. Donc, il fait ce plan. Il en discute avec ses supérieurs de la police SS, Helmut Knoren, Kurt Litzka, les responsables aussi de l'administration militaire allemande, ce sont eux qui ont vraiment le pouvoir effectif. Et donc, ils tombent d'accord, tous ces gens-là, pour dire qu'il faut vraiment aiguillonner Vichy, il faut laisser l'administration française, il faut laisser Vichy instituer cette administration. Et l'idée, c'est que en se contentant de proposer et en n'étant pas directement à la manœuvre, on n'heurtera pas l'opinion française qui pourrait réagir si ce sont des mesures prises directement par les autorités occupantes. L'ambassadeur allemand Otto Abetz, qui est celui qui négocie directement avec le gouvernement français, donne son avis favorable le 14 février 1941 et le 28 février 1941, ils ont une réunion pour commencer à qui va être le titulaire de cette administration, comment on va faire. Alors, je ne pense pas qu'à ce moment-là, les Allemands s'imaginent que ça va aller aussi vite. Alors, pourquoi ça va aller aussi vite? Parce que du côté de Vichy, il y a une logique qui est celle de la collaboration, qui a été initiée en octobre 1940. Je passe vite, la rencontre de Montoire, la politique de Laval, qui essaye dès juillet 40 de proposer quelque chose. Et vous le savez, Laval a été renvoyé en décembre 1940 parce que dans l'entourage de Pétain, on s'était rendu compte que la rencontre de Montoire, la poignée de main Pétain était mal perçue dans l'opinion, et donc il fallait trouver. Laval a été un petit peu sacrifié. On considérait qu'il allait trop loin et que ça pouvait entacher le maréchal Pétain. Donc on décide de faire la collaboration sans Laval.
problème, c'est que les Allemands le prennent très, très, très mal. Et le nouvel homme fort du gouvernement, c'est l'amiral Darlan, qui, dès décembre 1940, essaye de rabibocher en quelque sorte Vichy avec les Allemands. Alors ça donne notamment cette rencontre pathétique dans un train à Beauvais, près de Beauvais, le 25 décembre 1940, où à la fois Darlan essaye de justifier le renvoi de Laval, et tout en promettant que la politique de Vichy et la collaboration, et qu'il est prêt à donner des gages. Donc, Darlan, il essaye comme ça de se faire accréditer en quelque sorte par les Allemands, de se faire bien voir. Il n'a pas encore de fonction très importante dans le gouvernement, il n'est que secrétaire d'État à la Marine, mais il essaye d'avancer ses pions. Et fin avril, il est enfin nommé vice-président du Conseil et dauphin. C'est vraiment lui qui remplace Laval. Les Allemands acceptent enfin qu'il y ait un successeur à Laval. Ribbentrop lui-même a dit, bon, maintenant, on laisse faire. Et le 5 mars 1941, c'est la première fois depuis l'affaire de décembre, l'affaire du 13 décembre, qu'un dirigeant de Vichy, reconnu, chef de gouvernement reconnu par les Allemands, a une discussion avec un représentant allemand. Donc c'est un dîner qui a lieu à Paris le 5 mars 1941 entre Abetz et Darlan. Et le sujet principal du dîner, c'est la création d'un office central juif. C'est la création de ce qui va devenir le commissariat général aux questions juives. Alors, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est que c'est vraiment la première fois que Vichy est mis au courant des plans nazis. C'est-à-dire que Otto Abetz dit clairement à Darlan, voilà, la politique nazie consiste à débarrasser l'Europe des Juifs et donc, du coup, d'y associer la France occupée. Et Darlan est en accord avec ça, sauf que lui, il interprète ça comme une politique qui va permettre à Vichy de se débarrasser par exemple, de ces dizaines de milliers de Juifs qui sont internés en zone libre et que Vichy interne depuis la loi d'octobre 1940. Donc Vichy est au courant de ce que sont les plans nazis et accepte de s'y associer en étant d'accord sur, on va dire, les éléments de base, c'est-à-dire une politique d'exclusion, de persécution, de spoliation qui va être densifiée, qui va être systématisée. Donc c'est à ça que va servir le commissariat général aux questions juives. Il n'est pas question, dans l'esprit de Darlan, d'ailleurs ce n'est même pas possible par rapport à l'organisation administrative française, de, par exemple, lui confier le service d'affaires juives à la préfecture de police de Paris. La préfecture de police de Paris, d'ailleurs, même la réforme de la création de la police nationale ne va pas toucher à l'indépendance de la préfecture de police de Paris, qui historiquement, créée par Napoléon, est un État dans l'État. Donc, vous voyez, donc c'est pas possible. Le commissaire aux questions juives ne peut pas absorber un service qui dépend de la préfecture de police de Paris. À l'époque, le préfet de police, il est aussi important que le ministre de l'Intérieur, quasiment. Donc, c'était évidemment pas possible. De la même façon, le commissariat général aux questions juives ne va pas avoir un organisme de propagande. Donc, on accepte de créer un ministère administratif qui va s'appeler le commissariat général aux questions juives. Et très rapidement, donc là, le dîner a eu lieu le 5 mars 1941. Dès le 8 mars, en Conseil des ministres, l'annonce du commissariat général aux questions juives est faite. Et la presse annonce la création d'un commissariat général aux questions juives. Alors la loi va paraître au journal officiel le 31 mars 1941, datée du 29 mars. Donc il faut, évidemment, ça c'est pas comme ça du jour au lendemain. Il faut d'une part trouver un titulaire pour diriger cette administration, et puis il faut délimiter son périmètre
de pouvoir. Donc ça va prendre un petit peu de temps. C'est les services de la vice-présidence du Conseil, des juristes, hein, en fait, autour de Darlan, qui vont concevoir ça. Alors, le commissaire général aux questions juives auquel on pense, alors les Allemands, eux, ils avaient une liste. Ils avaient pensé à un certain nombre de personnalités, de la collaboration. Donc, ils ont pensé avant tout à Darquet de Pellepoix, parce que lui, Darquet de Pellepoix, conseiller municipal de Paris, alors je crois qu'il venait d'être libéré ou il allait l'être, je ne me rappelle plus exactement, mais si, je crois qu'il était déjà revenu en France. Mais c'est pas sûr, je vous dis peut-être une bêtise. En tout cas, il est dans la liste. Il y a Marcel Bucard, un dirigeant, futur dirigeant collaborationniste, qui avait créé un parti qui s'appelle le Parti franciste. Vous avez Louis Ferdinand Céline aussi, auquel on pense, le célèbre écrivain. Je pense aussi je crois qu'il y a Jacques Doriot dans la liste, il y a un certain nombre de personnalités, Georges Montandon aussi, le raciologue, là on pense à un certain nombre de personnes. Mais Vichy va imposer un homme, là on voit la volonté de Vichy de rester souverain sur ce terrain-là, puisque Vichy va imposer un homme, Xavier Vallat, qui passe pour anti-allemand et qui en plus a été récemment renvoyé de son poste de secrétaire général aux anciens combattants parce que, très clairement, il ne plaisait pas aux Allemands. Il avait fondé la Légion française des combattants et il avait la volonté, Xavier Vallat, donc parlementaire de la Troisième République, il voulait que la Légion française des combattants se développe en zone occupée, mais aussi en Alsace-Moselle. Donc vous voyez le patriote qui essayait de développer une activité ancien combattante, militante pétainiste, même en Alsace-Moselle, ce qui était évidemment une illusion, mais ce n'est pas la seule illusion de Xavier Vallat, il en aura plein d'autres à la tête du commissariat général aux questions juives. C'est ce qui fera de lui d'ailleurs un très bon auxiliaire finalement de la politique nazie, parce qu'à force de vouloir défendre la souveraineté et la loi française, il va faire plein de lois. Ça, on en parlera après. Donc voilà, on a trouvé le titulaire, ce sera Xavier Vallat. Les Allemands acceptent, ils ne sont pas très contents, mais ils acceptent avec toujours cette idée qui est vraiment pensée, qui est théorisée par Abetz, par aussi les chefs de l'administration des services civils de l'administration militaire. À partir du moment où l'outil est créé, on pourra l'utiliser. Et l'important, c'est que l'outil soit créé. Et Xavier Vallat, on ne sait pas la personnalité la plus souhaitable, mais on pourra faire avec. Et plus tard, il y a l'idée que l'important, c'est l'outil. Alors cet outil n'a pas, quand on lit la loi du 29 mars 1941, ne paraît pas avoir beaucoup de pouvoir, mais le commissaire aux questions juives en a un qui est décisif, c'est celui de proposer au gouvernement toute mesure nouvelle contre les juifs. Donc, on a là un outil, le commissariat général aux questions juives, et un acteur, Xavier Vallat, qui est un homme politique expérimenté, qui a une quinzaine d'années, qui a été député pendant une quinzaine d'années, qui est avocat, qui a été dans différentes commissions parlementaires. Donc on a quelqu'un qui connaît le droit, qui sait faire des lois, qui sait... voilà, donc on a là quelqu'un qui va pouvoir systématiser une politique une politique antisémite, et c'est vraiment ce qui va se passer en 1941. Alors, je vais pas évoquer les différentes lois, je pense que Tal en parlera. Mais pour conclure, ce qui me paraît important dans la création du commissariat général aux questions juives, au-delà effectivement ce moment de frénésie législative et surtout d'unification de la politique antisémite sur les deux zones, puisqu'à partir de 1941, on va avoir finalement la même politique avec des variantes, mais on va avoir un recensement dans les deux zones, on va avoir la spoliation dans les deux zones, on va avoir, on va vraiment avoir une dynamique qui va faire interagir les deux zones.
je voudrais conclure là-dessus, ce qui est vraiment très important et déterminant pour ce qui va se passer après, puisqu'on parle de l'année 41, mais il y aura l'année 42 et le pire étant à venir, étant la politique de déportation. La création du commissariat aux questions juives est vraiment un tournant parce que c'est vraiment, d'une part, dans les justifications qui sont apportées, et dans ce cas derrière la création de cette administration, il y a l'idée que la France va jouer sa part dans la solution finale de la question juive. C'est très clairement annoncé à Darlan, c'est très clairement annoncé aussi à Xavier Vallat lorsqu'il a ses premiers entretiens avec les responsables allemands à Paris. On lui annonce voilà, le projet de débarrasser l'Europe des Juifs, de faire un refoulement massif. Il n'y aura plus de Juifs en Europe. Et Vallat, comme l'amiral Darlan, interprète cette politique en disant ben voilà, on va pouvoir se débarrasser de ces dizaines de milliers de juifs qui sont venus comme je ne sais plus quels sont les termes utilisés par Vallat, qui donne une interview notamment au journal Le Temps et qui dit voilà, la France a été envahie par cette pègre indésirable et ces gens-là seront déportés, on s'en débarrassera. Et il y a donc désormais, à tout le moins, une politique qui converge, qui se limite dans l'esprit de Vichy aux Juifs étrangers, mais qui est désormais commune, une politique franco-allemande. Et l'attitude et l'argumentation de l'amiral Darlan, qui va se justifier, notamment auprès de son ami le pasteur Bogner, quand le pasteur Bogner vient le voir, il est très choqué. Bon, vous savez qui est le pasteur Bogner. Il est très choqué par l'idée qu'on crée comme ça un commissariat général aux questions juives. Et la réaction de Darlan, c'est de lui dire mais ça, mon cher ami, c'est pour sauver les juifs français. Donc vous voyez, on a déjà ce même prétexte qui sera utilisé en 1942. On sacrifie les étrangers sur l'autel de la collaboration, parce que c'est clairement ce que Darlan fait, comme plus tard Laval, mais aussi au service d'une politique antisémite autochtone, qui est l'exclusion des Juifs, leur persécution et la volonté de se débarrasser massivement des Juifs étrangers, tout ça sous le prétexte de sauver les Juifs français. Voilà, c'est vraiment de cette rencontre d'intérêts que se noue tout le cœur de la politique antisémite française vis-à-vis des Juifs à partir du printemps 1941 et qu'incarne la création du commissariat général aux questions juives. Voilà, je m'arrête là. Merci Laurent Joly, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci pour cette genèse du CGQJ dans les premiers mois de l'année 41 et ce rappel chronologique très détaillé. Maintenant, nous laissons la place à Tal Brutman, peut-être, qui nous en dira plus sur tout l'appareil législatif qui s'est déroulé durant toute cette année. Et Tal, je vous laisse la parole. Merci Alexandre. Et je vais prendre en fait la suite de ce que Laurent vient d'évoquer et de mettre en lumière en essayant à la fois de dérouler en amont et en aval de l'année 41 pour tout un ensemble de raisons. Et Laurent l'a montré et c'était l'objet de sa thèse consacrée au commissariat général aux questions juives, mais pour insister sur une chose, le CGQJ, quand il est créé, est une administration spécialisée, c'est le ministère dédié à l'antisémitisme, mais sa création intervient relativement tardivement dans la mise en œuvre de la politique antisémite. Si on regarde quand est lancée la politique antisémite de Vichy, ça commence très tôt dans la chronologie de Vichy. Les premières lois explicitement antisémites datent d'octobre 1940 et avant même ces premières lois explicitement antisémites, on a tout un ensemble de mesures qui viennent irriguer l'antisémitisme d'État qui n'est pas encore assumé. Mais il y a un autre élément sur lequel il faut insister qui découle de ce constat, c'est que toute la première phase d'exclusion et même d'isolement des Juifs étrangers, notamment avec la loi sur l'internement des Juifs étrangers du 4 octobre 1940, tout cela
a été mise en œuvre par les administrations traditionnelles, l'intérieur, la justice, l'économie et les finances, etc., etc. Autrement dit, et Laurent l'a rappelé concernant la loi du 29 mars 41 qui crée le CGQJ va avoir un rôle, et qui est paradoxalement contraire à la représentation qu'on s'en fait, un rôle relativement limité en matière de politique antisémite. Et à nouveau, pour faire la liaison avec ce que Laurent a évoqué, les grandes rafles de l'été 42, le CGQJ ne joue qu'un rôle à la marge en termes d'arrestation. Les arrestations sont à la charge de l'intérieur et l'organisation matérielle logistique de l'opération était à la charge du ministère de l'économie, celui des finances et des préfectures. Et cette dimension-là, il faut insister là-dessus parce que le CGQJ, à juste raison, est devenu un des symboles de l'antisémitisme d'État de Vichy, mais pourtant il n'en est que l'un des acteurs qui a initialement, par la loi du 29 mars 41, une double mission. Laurent a évoqué la première phase de cette mission, à savoir être un think tank de l'antisémitisme, penser les prochaines mesures antisémites. Et la deuxième phase, c'est de régler la question des spoliations qui est prévue dès la création du CGQJ en mars 41. Et à nouveau, et c'est pour ça que ce que Laurent a présenté est très important, le double jeu permanent de Vichy, et qui est repris jusqu'à aujourd'hui en fait, a consisté à dire, selon ses interlocuteurs, et évidemment pas avec les Allemands, et Laurent a fini là-dessus, donc il faut le reprendre et le développer, il s'agit de sauver les Juifs français, n'a jamais été un objet poursuivi par Vichy au-delà d'un effet de manche et de propagande. La raison, on peut multiplier les exemples à n'en plus finir, mais on va prendre la politique de spoliation. Qui est visé par la politique de spoliation qui va être mise en œuvre à partir de l'été 41 ? La cible première, ce sont évidemment les Juifs français, ce qu'on appelle les Israélites, qui vont être massivement dépossédés, puisque l'immense majorité des Juifs étrangers qui ont trouvé refuge en France, essentiellement dans l'entre-deux-guerres et plus particulièrement à partir du milieu des années 30, sont des gens qui sont arrivés quasiment dépourvus de tout et qui vont occuper des postes économiques relativement modestes. Le grand pan de la spoliation vise la population juive française, celle-là même que Darlan explique à Bogner qu'il veut protéger. Donc, vous voyez qu'on n'a absolument pas affaire à une protection véritable. Et si on doit qualifier Vichy de mener un double jeu comme Vichy, plutôt c'est étonnant, l'on dit après-guerre, le seul double jeu qui existe, c'est un double jeu entre ce qui est annoncé à ceux qui viennent protester et ce qui est effectivement réalisé et annoncé aux Allemands. Maintenant, pour descendre d'un cran plus bas, par rapport à ce que Laurent a évoqué, puisqu'il était au niveau à la fois des ministères et des gouvernements, il faut s'intéresser, et à nouveau, Laurent l'a étudié, mais il faut mettre en lumière plusieurs éléments qui concernent la manière dont a été créé le CGQJ, qui est une administration qui est créée ex nihilo et qui va être créée, et c'est pour cela que c'est une administration spécialisée, avec des spécialistes de l'antisémitisme. Le ministère de l'Intérieur, la justice, ce ne sont pas des gens qui ont été formés en matière d'antisémitisme. Ils en ignorent tout d'un point de vue idéologique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antisémites à l'intérieur ou à la justice, mais tout simplement, on a affaire à des ministères qui sont traditionnels, qui ont été créés sous la République, qui ont servi la République, et surtout qui n'ont pas une mission spécialisée en matière d'antisémitisme. Et donc, tous les cadres, à peu de choses près, qui vont être recrutés au CGQJ sont des hommes antisémites. Ce sont des antisémites purs et durs. Laurent a d'ailleurs rappelé à juste titre, et c'est très important aussi pour la suite, que parmi les candidats potentiels, il y avait initialement Bucard, Doriot et Céline notamment. Autrement dit, la fine fleur de l'ultra-collaboration. Ce qui vous montre qu'on est très éloigné d'une administration traditionnelle puisqu'on imagine qu'on peut y mettre n'importe quel individu, non pas qu'il soit un fonctionnaire ou un haut fonctionnaire, mais un antisémite zélé. Et surtout, quand on regarde quels ont été les cadres,
on voit, et c'est là où c'est intéressant aussi pour comprendre comment l'État de Vichy va muter et muer au fil des mois et des années, on voit au sein du CGQJ des hommes qui ensuite vont s'illustrer dans la milice sans passer des heures là-dessus. 2 exemples. Fontaine, qui est le responsable du CGQJ à Montpellier, qui va devenir l'un des principaux chefs de la milice, puisqu'il va gérer les finances de la milice au niveau national, et une figure qui est tristement plus célèbre que Fontaine, qui est Joseph Lécussan, responsable du CGQJ à Toulouse, pour la région de Toulouse, et qui va devenir le chef de la milice pour la région de Lyon, et qui va être l'assassin de Victor et Hélène Bache quand il sera à la tête de la milice. On a affaire à des antisémites purs et durs. En revanche, là où la question est un peu plus complexe, et à la rigueur, Laurent pourra reprendre la main là-dessus parce qu'il l'a lui aussi étudié, là où la question est plus complexe, c'est en ce qui concerne les personnels subalternes, notamment la cohorte de secrétaires, hommes comme femmes, qui sont employés par le CGQJ. Quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a un mélange de gens de bonne foi, qui viennent prendre un boulot sans être particulièrement profilés, et d'autres qui sont chaudement recommandés. Par exemple, à Lyon, il y a l'ancienne secrétaire de l'aviateur Jean Mermoz, figure de proue du PSF avant sa mort, qui va être recrutée. Et puis quand on creuse, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une très grande porosité, et juste pour un exemple pour illustrer cela, avec les mouvements ultras. Au moment du procès de Paul Touvier, donc je fais appel à des souvenirs relativement anciens pour bon nombre d'entre nous, mais au moment du procès Paul Touvier a été évoqué à répétition, et c'est dans le dossier et les ouvrages qui y sont consacrés, le fait que Paul Touvier a régulièrement utilisé ce qu'on a ici appelé les biens juifs, et je vais revenir sur cette notion, à Lyon. Il a occupé des appartements appartenant à des juifs, il a pillé d'autres appartements et entreprises appartenant à des juifs, et la question qui n'a pas été posée, ce n'est pas un reproche lors du procès, c'est comment est-ce qu'il avait connaissance de ces biens, puisque ces biens-là, il fallait être en mesure de les identifier. Et la réponse est relativement simple. Touvier avait comme ami IE, jusqu'à quel point ça, je ne sais pas, une secrétaire du CGQJ de Lyon qui le fournissait en information sur les biens à piller qui appartenaient aux Juifs de Lyon et des environs. Donc vous voyez que le CGQJ n'est pas une administration comme une autre d'un point de vue idéologique. Ce qu'il y a d'intéressant, en revanche, et qui montre aussi comment en histoire parfois les sources sont mal utilisées, voire parfois mal comprises, c'est que quand le CGQJ est créé, il est tout de suite bien accepté par les administrations traditionnelles. Et on voit que lors de la mise en place du CGQJ, l'intérieur, comme les finances, comme la justice, vont faciliter le travail des premiers employés du CGQJ. On peut multiplier à nouveau les exemples à cet égard. Juste un exemple à nouveau pour illustrer. Lorsque le recensement de l'été 41 va être réalisé, je vais revenir sur cette question du recensement, le préfet de l'Isère va faire établir en 3 exemplaires le recensement, alors que sa mission confiée par l'Intérieur était de ne l'établir qu'en un seul exemplaire pour le ministère de l'Intérieur. Le préfet de l'Isère, lui, décide de faire 3 exemplaires, un pour lui, un pour l'Intérieur et un 3e pour cette nouvelle administration et le CGQJ. On a affaire à un préfet ultra zélé qui montre à quel point, d'une part, la mission du CGQJ est acceptée largement par ces administrations traditionnelles et qui montre que l'antisémitisme est accepté aussi par de grandes parties de la fonction publique traditionnelle. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que le CGQJ se considère comme étant le seul ministère authentiquement antisémite. Et que donc, lui sait faire le travail en matière d'antisémitisme, là où les autres ne seraient pas authentiquement antisémites. Autrement dit, on a affaire à des ultras de l'antisémitisme, ou alors pour utiliser un terme un peu plus explicite, des excités de l'antisémitisme qui ne comprennent pas le fonctionnement et les normes des administrations. Ce qui donne régulièrement lieu à des rapports de tel ou tel cadre du CGQJ expliquant que tel ou tel commissaire, préfet, responsable de préfecture
n'est absolument pas antisémite parce qu'il refuse la mise en œuvre des mesures que le CGQJ entend mettre en œuvre. Et donc, on peut retrouver depuis la fin de la guerre, à intervalles réguliers, la reprise de ces rapports qui servent à justifier que ces hommes-là ne seraient pas antisémites. Ce qui est totalement absurde. On a affaire à des excités de l'antisémitisme qui pensent que les autres sont moins authentiquement antisémites qu'eux, alors que les autres, les fonctionnaires traditionnels, respectent les cadres traditionnels des administrations, alors que le CGQJ, lui, en est incapable, puisqu'on n'a pas affaire à de véritables fonctionnaires de la fonction publique habituelle. Maintenant, le meilleur exemple pour montrer cela, c'est ce fameux recensement de l'été 1941. Ce recensement de l'été 1941, qui fait partie du premier train de loi auquel le CGQJ va être directement mêlé, voire même va en être le commanditaire et le promoteur, se constitue d'abord deux lois du 2 juin 1941, le second statut des Juifs, qui vient notamment, et c'est l'un des aspects les plus importants, interdire tout un ensemble de postes dans le privé aux Juifs. Le premier statut, c'était la fonction publique. Le deuxième statut, le second statut, ça va être le privé. En fait, ça prépare la loi du 22 juillet 1941 sur les spoliations et ça vise à restreindre les possibilités pour les Juifs, en fait, d'exercer tout un ensemble de professions. Ce même 2 juin 1941 va être promulguée la loi qui oblige les Juifs à se faire recenser, sous peine de prison ou d'amende. Or, ce recensement est un vieux vœu des antisémites de tradition française. Ils veulent savoir combien il y a de Juifs en France, puisqu'on l'ignore depuis 1872, il n'y a pas eu de recensement avec la religion en France, et ils veulent mettre au jour la mainmise des Juifs aussi et surtout sur l'économie nationale. Et c'est là la grande différence avec le premier recensement qui a été fait à Paris à l'instigation des Allemands en octobre 1940, le fameux fichier TULA, qui lui est un fichier de contrôle de la population juive parisienne, alors que ce recensement voulu par Vallat a pour objectif avant tout d'identifier les biens. On identifie les personnes pour trouver leurs biens. Vallat en est le commanditaire, mais la réalisation du recensement va être faite par les administrations les plus traditionnelles, les plus tristement banales qui existent en France, à savoir en premier lieu les mairies, puisque les Juifs doivent aller se déclarer auprès des mairies de leur commune de résidence, ou alors les commissariats pour les communes qui ont des commissariats. Ces bulletins qui sont remplis par les chefs de famille sont ensuite transférés vers les préfectures. Là, les employés de préfecture, nouvelle administration, tout ce qu'il y a de plus banal et traditionnel, sont chargés de mettre en fiche, parce qu'il y a tout un système de fichage qui a été pensé, de mettre en fiche les informations et l'ensemble est envoyé vers Vichy où doivent être créés tout un ensemble de fichiers centraux à Vichy. Ça, c'est l'opération telle qu'elle a été pensée par le CGQJ et telle qu'elle a été réalisée. Sauf que dans le cadre de sa préparation, un haut fonctionnaire spécialiste de la démographie, René Carmy, va faire savoir à Xavier Vallat que lui a des conseils à lui donner en matière de recensement et qu'il faudrait procéder autrement. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce recensement va être, si on se place du point de vue du bourreau, du persécuteur, donc c'est toujours compliqué, mais il va être très mal pensé. Il va être très mal pensé pour tout un ensemble de raisons, notamment une, qui est qu'une fois qu'un juif se déclare, il peut déménager et n'est plus tenu de se déclarer. Le recensement n'a donc pas de fiabilité en termes de contrôle de population, ce qui va poser d'énormes problèmes pour le CGQJ et même les autres services. Et on va voir une démultiplication des opérations d'identification des Juifs jusqu'en 1944, mais qui illustre aussi cette réalité-là qu'on a affaire à une administration d'excités. Ils veulent tout de suite savoir combien il y a de Juifs en France. C'est une des premières opérations réalisées sous l'égide du CGQJ, mais c'est très mal réalisé. Et tant mieux en soi que ça soit in fine très mal réalisé, même si les Juifs vont se déclarer en grande majorité. Et c'est là où on touche du doigt tout un ensemble de problèmes qui touchent à la fois à l'histoire et à la mémoire.
Pourquoi est-ce que je ne vous dis pas combien de juifs se sont déclarés? Tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, on a d'énormes problèmes pour connaître les résultats de ce recensement. D'une part, parce qu'il y a eu énormément de pertes documentaires, les archives ont très largement disparu, et d'autre part, la redécouverte, ou en tout cas la découverte d'un fichier qui était appelé le fichier juif, qui se trouve conservé aujourd'hui au mémorial de la Shoah, dans une enclave qui appartient aux archives nationales et qui a donné lieu à la réalisation d'un rapport commandé par l'État, cette découverte a donné lieu donc à un rapport qui est très problématique en cela qu'il y a énormément d'erreurs dedans, notamment en matière de compréhension des documents. Je vous donne juste un exemple. On a un rapport du Service national de la statistique qui donne environ de mémoire 110 000 déclarations, et le rapport interprète ces 110 000 déclarations comme 110 000 juifs déclarés. Or, ce sont les chefs de famille qui se déclarent. Autrement dit, pour une déclaration, vous avez plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas le chiffre, le nombre de personnes déclarées, c'est le nombre de bulletins remplis. Et donc, vous avez tout un ensemble d'erreurs qui font que ce rapport pose énormément de problèmes en matière de compréhension. Et le plus gros problème, c'est que ce rapport n'a jamais été en mesure d'établir ce qu'il est advenu de ce fameux fichier central. On ignore jusqu'à aujourd'hui, ce qui est quand même assez étonnant, ce qui est devenu cet ensemble constitué de centaines de milliers de fiches, puisque chaque personne avait 4 fiches à son nom, donc environ 270 000 fiches pour la métropole, et d'autre part, le recensement a été réalisé pour l'Algérie et les territoires de l'Empire. Donc Vala donne un chiffre global de 700 000 juifs en France, tout territoire confondu, fin 1941, ce qui vous donne une idée de l'ampleur de l'opération qui a été réalisée. Et ces fichiers ont disparu. Maintenant, très rapidement, en matière de conclusion, et pour servir de transition à David Guibaud, qui va évoquer la question de l'arianisation, avec plein de guillemets à arianisation, l'arianisation a été la grande mission du CGQJ. C'était sa principale mission, même si elle en a rempli d'autres, notamment à travers sa branche policière, la police aux questions juives, qui a été renommée section d'enquête et de contrôle ensuite, mais ça a été la mission prioritaire. En fait, le CGQJ va mener à terme cette politique-là en moins de 3 ans. Et c'est en cela qu'on a affaire à quelque chose de remarquable. Entre le moment où la loi du 22 juillet 1941 est promulguée et le moment où intervient la libération, la quasi-totalité, pour ne pas dire tous les biens juifs identifiés ont été placés sous administrateurs provisoires. Et on a là quelque chose de très important qui vous montre aussi comment, jusqu'à aujourd'hui, les choses sont mal comprises, où on est sous l'héritage de la langue de Vichy. 2 exemples. Le premier, qui ne répond pas à ce que je viens de poser, qui est cette notion de biens juifs, que Laurent et moi avons à plusieurs reprises mentionné. Les biens juifs n'existent pas. Ça n'existe littéralement pas. Il n'y a pas de bien qui a été voir un rabbin pour se convertir au judaïsme. Vous avez des biens qui appartiennent aux juifs. Et dans la vision antisémite d'abord des nazis et ensuite d'à peu près tous les États d'Europe qui ont collaboré avec le Troisième Reich, Vichy compris, vous avez cette idée que le juif pollue le bien qu'il possède. Il faut donc le déjudaïser, c'est le terme utilisé par les nazis, l'arianiser. D'où la politique d'arianisation, rendre à rien. Et c'est là où on a quelque chose de très important. Le CGQJ considère que l'arianisation est achevée quand le bien a un nouveau propriétaire. Ça, c'est la vision du bourreau. La vision réelle, et je pense, j'espère pas glisser le pot de banane à David en disant cela, mais je pense qu'il va parler donc des administrateurs provisoires, l'arianisation commence effectivement au moment où un administrateur provisoire est nommé et le propriétaire ou la propriétaire légitime perd tout droit sur son bien. Et donc, quand on lit à nouveau soit les rapports du CGQJ, soit certaines études après-guerre, on nous dit que l'arianisation a touché 40 ou 50% des biens. Non, l'arianisation a touché environ 100% des biens identifiés
elle n'a été définitive que pour environ la moitié ou un tiers d'entre eux. Mais les victimes, elles, ont perdu l'usage de leurs biens, et c'est en cela que, avec plein de guillemets à l'organisation a été un succès. Et dernier point, avant de céder la parole, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du printemps 1944, on se rend compte que le CGQJ, dans sa fonction première, l'organisation, est une machine qui commence à tourner à vide, puisque la quasi-totalité des biens ont été identifiés. Il n'y a plus de biens identifiés. Et donc, les enquêteurs du CGQJ passent leur temps à chercher des biens un peu partout, dans des endroits totalement improbables, à la recherche de juifs tout autant improbables, qui auraient des fortunes colossales. Et on voit qu'on a une administration qui est arrivée, en fait, d'une certaine façon, au bout de sa mission, et essaie de continuer à entretenir un travail qui est finalement arrivé au bout. Et c'est là où on a quelque chose de fondamental, c'est qu'on a beau avoir affaire à des fonctionnaires médiocres, on a affaire surtout à des gens zélés dans leur mission, à savoir traquer les juifs, les identifier et les déposséder, et que ce travail-là, ils vont le réaliser d'une façon très efficiente malgré tout. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant. Bien, merci Tal Brutman pour ce rappel sur la place du CGQJ au sein de l'administration traditionnelle, selon votre expression. Et vous avez raison, quand on est chercheur ou chercheuse, quand on commence les recherches dans les persécutions des Juifs en France, c'est vrai qu'on est frappé justement par la profusion des archives des préfectures, de la préfecture de police ou de l'administration traditionnelle, et finalement l'inconsistance des archives du CGQJ, sauf lorsque l'on s'intéresse aux spoliations. Alors, les spoliations, nous allons rentrer en plein dedans maintenant avec David Guilbault, qui est en train de déflorer une question qui était encore très méconnue jusqu'à lui, à savoir qui sont ces administrateurs provisoires, quel a été leur rôle dans cette spoliation. Tal Brutman l'a rappelé, spoliation qui n'est pas allée au bout du point de vue des persécuteurs, mais pour les victimes, effectivement, c'était une autre affaire. Donc, David, vous avez 20 minutes, vous aussi. Merci. Et effectivement, comme disait Tal Brutman, on voit tout le zèle après des agents du CGQJ pour justement mettre la pression à ces administrateurs provisoires qui ont pour mission de mener à bien, du point de vue de l'occupant et de Vichy, ces organisations, c'est-à-dire les rendre définitives, soit par la vente du bien ou de l'entreprise, soit par sa liquidation pure et simple. Par exemple, quand on parle de petits commerces sans grande valeur, dont leur mission est alors de les liquider. Et comme Laurent Joly et Tal Brutman l'ont dit, 1941, c'est un aboutissement et ça vaut aussi pour le processus de nomination des administrateurs provisoires, sur lequel je vais commencer par revenir, parce que finalement, tout ça se fait dans un champ qui, au départ, est complètement vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas évidemment, il n'y a pas de disposition de droit français qui permettent de nommer des administrateurs provisoires à des entreprises possédées par des juifs, des gens qui rentrent désormais dans les critères fixés notamment par la loi portant statut des juifs. Donc si on retrace les étapes de tout ça, assez tôt, on a une première ordonnance allemande le 20 mai 40 qui permet la nomination, alors le terme qu'on va choisir pour traduire ça, ça va être des commissaires gérants, dans les entreprises dont les dirigeants ont fui les hostilités. Donc pour l'instant, les Allemands ne ciblent pas nominativement les Juifs. Les choses vont un peu plus loin le 27 septembre 40, puisque là, on a la première ordonnance allemande qui concerne les Juifs. Et en particulier, cette ordonnance, elle prévoit que, alors je vais partager cette image pour vous montrer ça, que chaque entreprise juive doit poser cette affiche jaune pour se signaler, en quelque sorte. Mais donc, pour l'instant, il n'y a que cette ordonnance allemande qui vaut uniquement pour la zone occupée. Il n'y a pas en droit français, pour l'ensemble du territoire, y compris la zone sud, il n'y a pas de disposition équivalente. Il n'y a que en fait, la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs qui exclut notamment les Juifs d'un certain nombre de professions, mais pour l'instant, pas de disposition relative à leur spoliation. L'arianisation, la spoliation en zone occupée, elle va commencer vraiment avec la deuxième ordonnance allemande du 18 octobre 40, dont le champ d'application en fait, concerne toutes les entreprises dont les propriétaires sont juifs. Et donc ces entreprises-là, elles doivent être déclarées en préfecture avant le 31 octobre 1940.
Et donc, cette ordonnance, là, elle va faire le lien avec l'ordonnance du 20 mai 40, puisque cette ordonnance du 18 octobre, elle permet la nomination, alors ils disent commissaire administrateur, d'un commissaire administrateur, en application des dispositions de l'ordonnance du 20 mai. Donc là, on a le lien qui est fait avec cette toute première ordonnance de mai 40. Et donc concrètement, les AP qui sont nommés, ils doivent retirer cette affiche jaune et la remplacer par une affiche rouge qui dit que désormais la direction de l'entreprise est assurée par donc, un commissaire gérant arien nommé en application de l'ordonnance du 18 octobre. Et donc, Vichy, finalement, est toujours dans cette logique de ne pas se laisser trop distancer non plus par les autorités allemandes dans la poursuite de la politique anti-juive. Et donc, quasiment immédiatement, on voit que le général de la Laurencie, qui est le délégué général du gouvernement français auprès des autorités d'occupation, le 27 octobre, il ordonne à tous les préfets de zone occupée d'appliquer cette ordonnance allemande. Et dans une circulaire qui arrive mi-décembre, il leur précise que les Allemands souhaitent que toutes les entreprises juives de zone occupée soient pourvues d'un AP, d'un administrateur provisoire, avant la fin décembre 1940. Donc, compte tenu de l'ampleur de la tâche, puisqu'il y a énormément d'entreprises évidemment qui sont concernées, les Allemands ils vont autoriser mi-décembre 40 les préfets de zone occupée à nommer directement les AP. Donc, on voit aussi comment cette volonté de Vichy de ne pas se laisser distancer conduit très activement finalement à se mettre dans la roue des autorités occupantes en faisant leur travail à leur place d'une certaine manière et en nommant directement les administrateurs provisoires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Vichy n'a pas envie de se laisser distancer. Donc, quand il voit sortir l'ordonnance allemande du 18 octobre, il décide de réagir. Et le 26 octobre 1940, paraît au journal officiel une loi qui, de façon intéressante, est antidatée au 10 septembre 40. Mais cette loi, désormais, elle permet au ministre chargé de la production industrielle de nommer un administrateur provisoire dans toute entreprise dont les dirigeants, alors c'est le texte de la loi, sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Et également de nommer un administrateur provisoire pour gérer les biens de toute personne qui est absente ou défaillante. Donc d'un côté, Vichy va plus loin que les Allemands, puisque la loi elle permet potentiellement de s'en prendre aux biens des Juifs et pas seulement aux entreprises, alors que pour l'instant les ordonnances allemandes ne le permettent pas. Mais évidemment, pour l'instant, les textes de loi français, les textes de Vichy, n'explicitent pas le fait que l'on cible les Juifs. C'est des qualificatifs assez généraux. Les dirigeants sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, c'est allusif. En tout cas, on ne cible pas les Juifs. Quelques semaines plus tard, début décembre 40, on crée auprès du ministère de la Production industrielle un service de contrôle des administrateurs provisoires, c'est le SCAP, puisque, comme on a dit, le commissaire général aux questions juives n'existe pas encore, et ce SCAP, il n'est compétent forcément que pour la zone nord, puisque pour le moment, l'interdiction pour les juifs de diriger une entreprise, elle ne vaut que pour la zone occupée, puisque là, il faut connecter avec les textes allemands. Les textes français ne prévoient pas cette interdiction, donc il n'y a pas d'objet finalement justifiant de créer un SCAP pour la zone sud. Donc fin 1940, on a deux cadres juridiques qui coexistent. D'un côté, en zone occupée, les Allemands ont commencé à nommer, avec l'aide des préfets français, des administrateurs provisoires pour toutes les entreprises juives. Et en zone sud, seule s'applique la loi française, antidatée au 10 septembre 40, mais qui ne cible pas spécifiquement les entreprises juives. Fin mars 41, on crée le commissariat général aux questions juives, qui lui est compétent pour toute la France. Mais pour l'instant, l'arianisation des entreprises juives elle continue à ne concerner que la zone occupée. Et donc, ce sera progressivement. Alors, d'ailleurs, on voit que le SCAP va être rattaché au CGQJ en juin 41. Le CGQJ va être chargé de nommer les administrateurs provisoires. Et donc, pour le moment, il va se faire finalement en zone occupée l'exécutant des ordonnances allemandes, puisqu'il n'y a toujours aucun texte français qui organise en droit français et dans tout le territoire la spoliation des entreprises juives. Et ce n'est qu'avec la loi du 22 juillet 1941 qu'on va étendre, avec des dispositions de droit français, cette politique de spoliation à l'ensemble de la France. Et grosso modo, désormais, le CGQJ peut nommer un administrateur provisoire à toute entreprise, tout immeuble ou tout bien appartenant à des Juifs, ce qui n'exclut pas par ailleurs qu'en zone occupée, les Allemands continuent à nommer eux-mêmes. Donc il y a une sorte de double nomination, les administrateurs provisoires sur des affaires sur lesquelles ils souhaitent particulièrement garder une attention plus poussée ou un degré de contrôle plus poussé également. En tout cas, ces administrateurs provisoires, ils ont un rôle central, puisque finalement, comme disait Tal Brutmann, c'est aussi d'eux que va dépendre le caractère définitif ou pas de la réalisation, c'est-à-dire la liquidation ou la vente effective de l'entreprise qu'on aura placée sous leur contrôle.
Et donc, c'est intéressant de s'intéresser à la manière dont ils ont exercé ce rôle, et d'autant plus intéressant que ce ne sont pas des fonctionnaires, parce que ce ne sont pas des agents de l'État français. Ils ont beau être nommés par arrêté ministériel, ils ne sont pas rémunérés directement par l'administration. Ils se bornent à toucher une rémunération qui est prélevée sur l'entreprise à administrer, ou par exemple sur le produit de la vente de l'immeuble qu'ils ont pour mission de vendre. Beaucoup vont continuer à occuper une activité professionnelle en parallèle de leur mission d'administrateur provisoire, puisque pour un grand nombre d'entre eux, ils n'ont finalement pas un très grand nombre d'affaires qui leur sont confiées. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5 affaires peut-être. Il y a évidemment certains d'entre eux qui vont avoir des très grands nombres d'affaires. Donc là, on va voir aussi qu'il y a différentes sortes d'administrateurs provisoires qui sont plus ou moins bien traités par l'administration du commissaire général aux questions juives dans l'ampleur des affaires qui leur sont confiées. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui sont des personnes privées, elles ne sont pas non plus pleinement autonomes vis-à-vis de l'État français, puisque leur action, elle est encadrée par les consignes du commissaire général aux questions juives. Elle est encadrée par la supervision qu'assurent les agents, et Tal Brugman l'a bien dit, particulièrement zélés du CGQJ, qui entendent bien mener à bien cette politique de spoliation et s'assurer que les organisations avancent et qu'elles avancent rapidement et que l'administrateur provisoire remplit sa mission dans les meilleures conditions. Donc, ce qui est intéressant avec ces administrateurs provisoires, c'est qu'on a en quelque sorte, et avant l'heure, je ne sais pas si certains dans l'assistance ont fait un peu de droit public, mais c'est un peu des personnes privées chargées d'une mission de service public, ce qui est devenu une notion assez courante dans le droit public, mais qui à l'époque n'existait pas vraiment. En tout cas, on a des personnes privées qui assurent une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui sont de fait dotées à cette fin, à la fin d'accomplir cette mission, de prérogatives qu'on peut qualifier de puissance publique, ou en tout cas, elles sont l'incarnation, dans une certaine mesure, de l'autorité de l'État à l'égard des victimes de la spoliation. Et d'ailleurs, c'est le directeur du SCAP lui-même, dans une lettre qu'il adresse aux administrateurs provisoires début 1941, il leur dit que leur mission, elle a un caractère de service public, que c'est une tâche sévère et rude, et que les administrateurs provisoires doivent considérer que c'est un esprit de sacrifice qu'on les a appelés en les désignant. Donc, on voit évidemment toute l'exigence qu'il y a à leur égard, au moins dans le discours, de la part des autorités de Vichy. Donc, si on s'intéresse à ces administrateurs provisoires, on peut déjà se demander qui devient administrateur provisoire. Alors, quand on consulte les dossiers, et notamment les dossiers de province, puisqu'il y a évidemment un très grand nombre d'administrateurs provisoires dans le département de la Seine, on va dire à peu près 3 000, mais il y en a aussi 3 ou 4 000 dans le reste de la France. Il y a certaines filières. De manière générale, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des professions du droit et des experts comptables aussi. On va avoir donc des experts comptables, mais aussi des huissiers, des greffiers de tribunaux de commerce ou des greffiers de justice de paix, beaucoup de notaires également. On a des anciens militaires qui sont notamment poussés par le commissariat au reclassement des prisonniers de guerre rapatriés, parce que pour eux, c'est aussi le moyen de retrouver une forme d'activité et en tout cas un revenu. On a les réfugiés de l'Alsace-Moselle qui a été annexé au Reich et les réfugiés de la zone interdite qui n'ont plus le droit de revenir chez eux depuis juillet 1940. On trouve beaucoup d'architectes à qui on confie la tâche de gérer des biens immobiliers notamment. Et on trouve aussi, de manière un peu plus saupoudrée, beaucoup de commerçants qui, alors ça peut être des bouchers, ça peut être des coiffeurs, à qui finalement, dans des petites communes, on va confier la tâche d'organiser le commerce équivalent, la boucherie qui appartient à un juif, le salon de coiffure qui appartient à un juif. Donc souvent, ces personnes-là n'auront qu'une seule affaire à réaliser. Ce qu'on trouve aussi, c'est souvent des notables importants. Là encore, dans les petites communes, souvent, on va trouver donc, le notaire du coin, qui est un peu la personne qui dispose d'une capacité juridique aussi à accomplir cette mission qui n'est pas forcément simple d'un point de vue formel et d'un point de vue procédural. Il n'est pas rare non plus de croiser des administrateurs provisoires qui sont maires de leur commune, où là, on a l'impression que le maire est souvent désigné par nécessité, parce qu'il n'y a personne d'autre, parce qu'il faut faire le travail et que, en tant que premier magistrat de la commune, ça lui tombe dessus. Et on trouve aussi parfois, de manière un peu plus surprenante, des plus gros poissons. Je suis tombé récemment sur le dossier d'un préfet qui a eu une longue carrière dans l'administration préfectorale et qui, là, spontanément, s'est tourné vers le CGQJ pour dire « Moi, j'aimerais bien organiser des affaires juives ».
On trouve aussi des histoires de famille, ce qui est toujours intéressant. On va trouver des couples. Alors, j'ai trouvé un mari et sa femme, par exemple, le mari qui commence à avoir quelques affaires à réaliser, puis il meurt, pas de chance, et donc c'est sa femme qui reprend ce fardeau. Parfois, on trouve un père et son fils, parfois on trouve deux frères. Enfin voilà, on sent aussi que parfois l'idée a été partagée dans une famille au-delà d'une seule personne. Ce qu'on trouve aussi, parce qu'on dit administrateur provisoire, mais il y a aussi des administratrices provisoires, il y a des femmes en proportion assez limitée, hein, puisque sur l'ensemble du territoire, on est sans doute à environ 150 femmes qui sont administratrices provisoires, mais ce n'est pas négligeable. Et c'est intéressant de savoir. Pour le moment, dans quelques rares cas, j'ai vu des motivations idéologiques derrière la candidature d'une femme. Et il est arrivé que certaines femmes aient un nombre assez élevé d'affaires, mais aussi très souvent, ce qu'on voit, c'est des commerçantes. Là encore, pour les mêmes raisons que j'évoquais, s'agissant des bouchers, s'agissant des coiffeurs, c'est des commerçantes dans une petite commune ou même dans une plus grande commune, mais en tout cas qui sont dans un secteur d'activité, à qui on va confier des affaires dans le même secteur d'activité parce qu'en fait, elles sont à même d'assurer l'organisation de la mercerie, par exemple, tenue par une juive dans la même ville, etc. Ce qu'on peut remarquer aussi s'agissant des femmes, c'est qu'il y a une particularité dans l'Est de la France, pour une raison que je ne sais pas encore expliquer, c'est qu'il y a une proportion de femmes étonnamment élevée parmi les administrateurs provisoires de certains départements, comme le territoire de Belfort, comme le Doubs, comme le Jura, comme la Côte d'Or, où là, on va atteindre des ratios qui vont jusqu'à 25 ou 30% du total des administrateurs provisoires du département, et ce qui n'a évidemment rien à voir avec les autres départements où la proportion est souvent de 1 ou 2%. On peut aussi se demander, au-delà de qui sont ces personnes, on peut se demander pourquoi, quelles sont les motivations qu'ils avancent. Tal Brugman nous a rappelé tout à l'heure que tous les cadres du CGQJ étaient, pour la quasi-totalité, des antisémites patentés, revendiqués, assumés. C'est très différent pour les administrateurs provisoires qui semblent être une population beaucoup plus diverse que cela. Donc, autrement dit, on n'est pas face à une armée homogène de quelques milliers d'antisémites acharnés qui postuleraient parce qu'ils seraient désireux d'en découdre. Et ça se retrouve d'ailleurs dans la personnalité qui est nommée pour diriger le premier SCAP, celui qui est créé en décembre 1940. Cet homme-là, c'est Pierre-Eugène Fournier, qui a été directeur du budget très jeune, qui a été gouverneur de la Banque de France pendant 3 ans, entre 37 et 40, et qui est PDG de la SNCF depuis septembre 40. Donc, autrement dit, un haut fonctionnaire exemplaire, sans passif antisémite particulier, et qui a un profil qui tranche radicalement, alors d'un profil à la Xavier Vallat ou encore plus d'un profil à la Darquier de Pellepoix. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, Fournier va quitter le SCAP en mars 41, sans doute parce qu'il ne correspondait pas exactement à ce qui était attendu. Alors, ça n'empêche pas que bon nombre d'AP fassent valoir d'emblée dans leur lettre de candidature des motivations idéologiques. Parfois même, ils profitent de leur lettre de candidature pour dénoncer des commerces juifs ou supposés tels dans leur commune ou dans leur environnement. Certains vont écrire à Xavier Vallat ou après à Darquier de Pellepoix. Certains écrivent tout naturellement au maréchal lui-même en faisant part de leur soutien fervent à la politique de la Révolution nationale et leur souhait de s'associer à cette politique. On peut voir par exemple des exemples. Là, vous avez une lettre de quelqu'un qui dit que depuis 10 années, il a mené le combat douloureux et sans espoir des nationaux contre le danger que le peuple juif fait courir à la France. Seuls et désarmés, les Juifs lui ont fait mordre la poussière. Mais alors maintenant que la Révolution nationale est advenue et qu'elle réclame le sacrifice des bons nationaux, alors là, évidemment, il se met à disposition pour participer à l'organisation des affaires juives. Et il conclut avec un vive le maréchal de très bonne aloi. On a également celui-ci qui croit bon de préciser en fin de lettre qu'il est à la fois anti-maçon, anti-juif, anti-communiste et pur arien. Donc au moins les choses sont claires d'emblée. Et d'ailleurs, il s'adresse directement à Darquier de Pellepoix. Mais on a aussi beaucoup de lettres de candidature qui sont très sobres, très factuelles, qui se bornent à demander quels sont les critères pour être administrateur provisoire. Et aussi beaucoup de lettres qui sont axées sur le fait que le candidat est dans le besoin et qui cherche un revenu. Alors, soit parce qu'il a perdu son activité du fait des hostilités, parce qu'il est réfugié, parce qu'il est chargé de famille et que son activité est interrompue à cause des perturbations occasionnées par le conflit. Donc, des motivations assez diverses.
on peut aussi se demander grâce à qui ils sont nommés, parce que tous les candidats, quasiment sans exception, font valoir des recommandations, des références. Et c'est d'ailleurs ce qu'il leur est demandé, notamment en zone sud, dans la fiche de candidature qu'ils doivent remplir. Donc certains sont recommandés par un autre administrateur provisoire. Donc là, il se passe le mot entre administrateur provisoire et candidat. D'autres, ils se font recommander par des notables locaux. Alors ça va être le maire de leur commune, le président de la chambre de commerce, des chefs d'entreprise qui les ont employés, qui peuvent témoigner à la fois de leur satisfaction à l'égard de leur travail, mais aussi de leur moralité. Et en province, notamment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un grand nombre d'administrateurs provisoires sont recommandés par la Légion française des combattants, hein, qui a été fondée par Xavier Vallat, comme l'a rappelé Laurent Joly. La Légion française des combattants, qu'il ne faut pas confondre avec la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, hein, qui sera créée plus tard. La Légion française des combattants, elle a été créée en août 40 pour fusionner l'ensemble des associations d'anciens combattants. Et là, à l'égard de l'organisation, elle joue le rôle d'un réseau, finalement, d'un réseau de recommandations et de promotion de certaines candidatures dont la Légion peut attester la qualité et l'engagement national. Et donc, compte tenu de cette diversité, un sujet de grand intérêt, ce sera d'étudier le comportement de ces administrateurs provisoires, puisque ce comportement, il apparaît assez divers. Évidemment, on en voit des particulièrement zélés qui s'efforcent de mener leur mission à bien, mais on en voit aussi des assez passifs, certains qui démissionnent tout de suite lorsqu'ils se rendent compte de ce en quoi consiste leur mission, et que, alors, peut-être honnêtement ou moins honnêtement, ils n'avaient pas entièrement mesuré tout de suite. D'autres qui vont démissionner plus tard en invoquant notamment des raisons de santé ou le fait qu'ils ont retrouvé une activité professionnelle plus soutenue et qui ne peuvent plus s'occuper des affaires qui leur sont confiées. Et d'autres, au contraire, qui vont s'obstiner jusqu'à très très tard. On a même des exemples d'administrateurs provisoires qui n'ont pas l'air de s'être tout à fait rendus compte de ce qui s'était passé en juin 1944 et jusqu'au mois d'août, puisque même après la libération et même après août 1944, ils vont continuer à demander qu'on leur paie leurs honoraires, et même s'indigner parfois de n'être pas assez payés, d'avoir pas reçu leur dû pour la mission qu'ils ont exercée, alors même qu'à ce moment-là, on a déjà commencé à leur demander des comptes. Donc l'un des moyens de rendre compte de ce comportement, ça va être aussi d'examiner les plaintes qui sont formulées à l'égard des administrateurs provisoires après la libération, ou au contraire les quitus qui leur sont donnés pour certains d'entre eux par leurs anciens administrés, pour ceux évidemment qui sont revenus de déportation. Alors, d'un point de vue statistique, quelle répartition entre départements? En gros, on peut estimer qu'il y avait environ 7000 administrateurs provisoires dans toute la France. Je l'ai dit, à peu près 3000 dans la Seine et entre 3000 et 4000 en province. Il y a eu des administrateurs provisoires dans tous les départements, sauf un qui est en gris sur la carte qui est projetée ici, c'est les Hautes-Alpes. Voilà, c'est le seul département où il n'y a pas eu d'administrateur provisoire désigné. Pour les autres, ça va de 2 administrateurs dans des petits départements comme le Cantal ou les Alpes de Haute-Provence, qu'on appelait les Basses-Alpes à l'époque, à plus de 100, 150 en Gironde, en Haute-Garonne, en Meurthe-et-Moselle, dans les Alpes-Maritimes, et même plus de 200 par exemple dans le Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, et dans les départements de la Grande Couronne parisienne. Donc évidemment, ça reflète les grandes métropoles où il y a évidemment beaucoup plus de commerce, de biens à réaliser. Mais c'est donc bien à Paris, ou plutôt dans le département de la Seine, hein, donc Paris et la Petite Couronne aujourd'hui, qu'il y en avait le plus. Et pour terminer, je vais prendre l'exemple d'un administrateur provisoire, alors qui n'est d'ailleurs pas tout à fait pris au hasard, puisqu'il se trouve que c'est celui qui avait pour tâche d'organiser, là c'est plus personnel, mais mon arrière-grand-père, hein, puisque c'est l'origine de ce travail sur les administrateurs provisoires, c'est que tout ça trouve sa source dans des recherches généalogiques qui m'ont mené jusqu'au dossier de cet administrateur provisoire et à la richesse de ces dossiers. Et en l'occurrence, lui, on voit que c'est un cas de motivation, en tout cas apparemment motivé par des considérations financières, puisque cet homme-là, c'est un avoué qui a ses bureaux avenue Ledru-Rollin à Paris, dans le 11e arrondissement. Et donc, là, on est en janvier 1942, et donc il se manifeste alors auprès il appelle ça le directeur du commissariat général aux questions juives, pour solliciter un emploi d'administrateur provisoire en disant qu'il revient de captivité, qu'il a perdu toute sa clientèle suite aux hostilités et que donc il est dans l'urgente nécessité de retrouver un revenu. Et donc, assez naturellement, il se tourne vers le CGQJ
pour trouver une activité. Donc, c'est une candidature assez banale. Il sera administrateur provisoire jusqu'en avril 1944, donc un peu plus de 2 ans. C'est un profil banal. Et pourtant, ce qui moi, m'a surpris en tout cas, c'est qu'il a pris en charge un très grand nombre d'affaires, puisqu'il a eu au total 100 affaires qui lui ont été confiées, tout pile, que j'ai cartographiées ici. Donc, vous pouvez voir qu'en plus, l'ampleur territoriale des affaires qui lui sont confiées est quand même très grande. On peut mesurer le travail que ça représente compte tenu de l'étalement géographique. Ce qui d'ailleurs, dans ce cas très précis, explique peut-être aussi qu'il est fini par être relevé de ses fonctions parce que le CGQJ et les agents zélés du CGQJ commençaient à s'impatienter en constatant que les affaires les moins intéressantes laissaient un peu traîner, ils ne s'en occupaient pas vraiment et que donc ça n'avançait pas et que tout ça était très frustrant et qu'il était temps de relever cet administrateur provisoire pour le remplacer par un autre. Donc voilà, je termine avec cet exemple. Ça ouvre des pistes de recherche pour l'avenir. Mais en tout cas, bien sûr, à votre disposition si vous avez des questions. Merci David Guilbault pour cette première sociologie des administrateurs provisoires que, évidemment, nous attendons avec impatience la fin de votre thèse. Pauline Dubuisson, je crois que nous avons déjà quelques... Il y a beaucoup de questions, oui, effectivement. On va commencer... Je vais rassembler plusieurs questions peut-être, et après on les redispatchera. Donc, combien de personnes travaillaient au CGQJ? Alors ça, voilà. Pouvait-on refuser de mener une organisation? Est-ce que c'était parfois imposé ou toujours volontaire? Quel est le montant total des spoliations en euros aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut répondre. Voilà, déjà les 3 premières questions. Sur le personnel du CGQJ, je pense que Laurent Joly va nous répondre précisément. Oui, alors le CGQJ fonctionne au départ avec à peu près 400 agents. Et puis, évidemment, l'essentiel vont être occupés à la question du contrôle des administrateurs provisoires. Le commissariat général en question juive à plein rendement va être à 1000 employés, 700 dans les services de l'organisation économique, et puis les autres, une centaine à la section d'enquête et de contrôle, la direction du statut des personnes, la direction de la propagande, les services du matériel. Enfin voilà, c'est une grosse administration. Au total, à peu près 2500 personnes ont été salariées par le CGQJ entre 41 et 44. Pauline, la seconde question, c'était laquelle? Est-ce qu'on peut refuser? Est-ce que c'était toujours volontaire la fonction d'administrateur provisoire ou est-ce que parfois c'était imposé? Puisque la question, c'est est-ce qu'on pouvait refuser de mener une organisation? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont rétractées aussi? Vous l'évoquiez, David Guilbault. Est-ce qu'on peut refuser? Disons qu'une fois qu'on est nommé, qu'on a accepté la nomination, a priori, il n'est pas question de refuser une affaire pour en privilégier une autre. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement des profils de gens qui semblent être des notables, notamment dans le milieu des magistrats, où les présidents de cour d'appel, semble-t-il, ont à un moment diffusé un appel à candidature disant qu'il y avait besoin d'administrateurs provisoires, ce qui a conduit certains, notamment présidents honoraires, à se manifester. Et il peut y avoir des profils de notables qui sont un peu poussés à se manifester et qui, le moment venu, une fois qu'ils comprennent, sans doute souvent assez rapidement après la nomination, une fois qu'ils comprennent ce dont il s'agit, là, alors soit ils disent non, j'ai été proposé par erreur, soit ils invoquent une raison de santé, soit ils trouvent un motif ou un autre pour se désister. Néanmoins, il n'est pas toujours facile de se désister. Je suis tombé sur un cas notamment où Joseph Lécussant, qui était le directeur régional de l'antenne du CGQJ à Toulouse, a répondu assez vertement à un AP qui voulait se désister en lui disant qu'il n'avait rien à faire de ces considérations puériles qui le poussaient à se désister, dont il n'avait pas à juger, mais de toute façon, il disait bien à l'AP qu'il allait continuer à gérer les affaires jusqu'à ce que quelqu'un d'autre soit nommé, et que donc il restait en fonction et qu'il entendait bien que cet AP continue à rendre ses rapports jusqu'à ce qu'on lui ait trouvé un successeur. Donc, un rappel à l'ordre assez ferme. Une petite précision aussi sur la question. Normalement, on postule pour être administrateur, donc il n'y a pas vraiment de raison de refuser une affaire. Moi, j'ai étudié le Lot-et-Garonne
il y a eu quelques désistements de personnes qui avaient été nommées presque malgré elles par la tête de pont des spoliations dans ce département, qui était le chef de la Chambre du commerce, qui a voulu nommer tous ses petits potes, mais certains n'étaient pas forcément désireux de tout ça et ont essayé en louvoyant de se retirer. Donc, ça a existé, mais dans l'ensemble, on accepte parce qu'on a voulu être administrateur et parce qu'on veut gagner de l'argent. Alors, il y a une question aussi sur l'après-guerre. Enfin, il y en a plusieurs, je vais les rassembler. Y a-t-il eu des sanctions, des procès de ces administrateurs provisoires à la Libération? Ça, c'est un premier élément. Et également, une personne qui indique que pour ce qui concerne sa famille, ses grands-parents avaient une entreprise de fourrure. C'est un expert comptable qui avait été nommé administrateur provisoire. Donc, ils ont pu récupérer après la guerre, l'expert comptable, après la guerre, ils ont fait un procès à cette personne, mais ils n'ont pas gagné ce procès. Voilà. Donc ça, c'est pour l'après-guerre. Il y a une autre question sur l'après-guerre également. Le cas d'une entreprise qui était située rue des Amandiers dans le 20e, qui a vendu son entreprise, enfin vendu entre guillemets, à la secrétaire de l'entreprise qui l'a restituée ensuite à la Libération. Voilà, peut-être quelques cas que notre public souhaite partager avec vous. Alors, sur les sanctions après la guerre, peut-être que Tal Brutman, qui a étudié de fond en comble les spoliations en Isère, doit avoir quelques précisions sur d'éventuelles sanctions après la guerre, épuration ou sanctions administratives. Alors, il y avait deux aspects dans la question. Le premier aspect, c'était les membres du CGQJ. Alors, il y a eu quelques poursuites contre des membres du CGQJ pour diverses raisons. Et Laurent aussi a vu un certain nombre de dossiers. Il y a eu à Montpellier, à Lyon et à Paris notamment. Il y a eu des membres du CGQJ subalternes qui ont été poursuivis sur différents chefs d'inculpation. En ce qui concerne les AP, il n'y a quasiment aucune poursuite, tout simplement parce que les AP n'ont commis aucune faute a priori. Ils ont juste fait, et ça rejoint toute la question des spoliations après la guerre et de tous les problèmes qui vont découler pour les restitutions, c'est que les acquéreurs n'ont pas commis de faute quand ils ont acquis les biens. Donc, ce qui va engendrer toute une série de problèmes qui ne seront pas forcément réglés, en tout cas pour une partie d'entre eux, à la fin des années 40 et qui vont continuer à irriguer pendant très longtemps. Mais à de très rares exceptions près, alors il y a un AP qui a voulu bâtir un empire immobilier dans la région de Lyon, entendu au sens administratif. Donc, je vais vous épargner son nom, mais qui gérait plus d'une centaine d'affaires pour essayer de se constituer un empire immobilier et qui a été poursuivi en correctionnel pour un certain nombre de détournements de fonds. C'était à peu près le seul moyen de poursuivre les AP au sortir de la guerre, c'est s'ils avaient tapé dans la caisse ou alors s'il y avait d'autres infractions qui relèvent du droit commun qui ont été commises, mais les poursuites sont rarissimes. Je ne sais pas si David en a vu de son côté, mais je connais un seul cas d'AP qui a été poursuivi. David Guilbault, Laurent Joly. Oui, je pense qu'il y en a quelques-uns, mais comme dit bien Tal Brutman, ils ont appliqué la loi. Donc, à partir du moment où il n'y a pas eu d'irrégularité, non, là où ils étaient parfois un peu inquiétés, c'est que donc après la Libération, il y a un nouveau service du contrôle des administrateurs provisoires qui est mis en place, qui est confié à Émile Thérouanne. Et ce nouveau SCAP a pour tâche de finalement défaire ce qu'a fait le CGQJ et donc finalement de rétropédaler sur toutes les organisations et donc de retrouver autant que possible ce que sont devenus les biens pour les restituer à leurs propriétaires légitimes. Et donc dans ce cadre-là, ils demandent aux administrateurs provisoires, il y a une obligation qui leur est faite de rendre compte de leur gestion, de dire ce qu'ils ont géré, jusqu'à quelle date, les suites données, le nom des acquéreurs, etc. Et là, quand un administrateur provisoire reste muet, comme il disait, dans ces cas-là, ils peuvent être un peu ennuyés dans le sens où on trouve pas mal dans les dossiers d'administrateurs provisoires des PV de gendarmerie ou de police où là, on est allé chercher l'intéressé quand il était encore là et on lui a fait dire noir sur blanc tout ce qu'il avait fait.
Et après, effectivement, s'il y a eu des détournements de fonds ou autres, là, ça peut se traduire par des procédures, mais ce n'est pas la généralité. Laurent, c'est bon? Laurent Joly, tu veux? Non, juste pour dire que c'est un champ de recherche encore vierge, celui-là, parce que il y a les poursuites contre les AP, entre guillemets, indélicats, mais il y a aussi toutes les procédures que certaines familles juives ont dû entreprendre pour récupérer leurs biens. Donc ça, je ne sais pas où sont les archives, mais le SCAP, d'ailleurs, nouvelle forme, avait été créé spécialement pour ça. Il y avait le service de restitution des biens spoliés, lui s'occupait de restituer, et le SCAP, lui, il avait une vocation quasi judiciaire, quoi, de monter des dossiers, enfin de voir s'il n'y avait pas matière à poursuite, et c'est vrai que moi, je ne sais pas où sont les archives. Vous voyez, David, pour après la thèse, c'est un vrai sujet, ça. Je ne sais pas, Tal, si tu connais des archives judiciaires liées au contentieux, tu vois, par rapport aux administrateurs de biens, aux acquéreurs de biens aussi. Là aussi, il y a un gros contentieux. Donc, je ne sais pas où sont les archives. En général, ça passe au tribunal civil. Mais c'est des procédures qui sont civiles, qui passent souvent sur en fait, qui n'ont jamais été dépouillées de façon exhaustive. Et là, il faut passer au peigne fin tout un ensemble de jugements civils qui vont de la libération, c'est-à-dire en général septembre 1944 jusqu'à fin 1945, qui est le moment où les lois de restitution sont mises en place. Mais après, le problème, c'est qu'ensuite, on tombe sur des procédures qui vont se rarifier parce que justement, il y a cette loi générale de restitution qui fait que les procédures ne sont plus reçues puisque la loi est censée répondre à tous les cas, ce qui est loin d'être la réalité. Si vous permettez, moi j'ai donné quelques précisions locales sur l'exemple du Lot-et-Garonne que je connais. Il y a eu des sanctions après la libération, même dans les premiers jours de la libération, il y a plusieurs administrateurs qui ont été arrêtés par des résistants, qui ont été bien mis en tôle à Agen. Certains ont été sanctionnés administrativement, mais comme disait Tal Brutmann, en général, les plus grosses sanctions sont liées à d'autres activités, en général dans la milice. Lorsque le sang a été versé, on retrouve effectivement certains administrateurs devant les tribunaux. Mais le problème de l'épuration, c'est que c'est quelque chose, c'est un terme très très large. Et moi, ce que j'ai vu localement, c'est qu'en fait, il y a un personnage central sur cette question, c'est le commissaire du gouvernement qui, lui, fait le tri entre les affaires. Et forcément, remettons-nous dans le contexte de l'après-guerre, les spoliations, les pillages, ce sont des crimes malheureusement de seconde main. Il y a des crimes tellement plus graves que ces questions-là passent derrière les crimes de sang et les crimes de la milice, etc., de la SS ou des collabos. Donc, effectivement, les spoliations n'ont pas vraiment été sanctionnées après la libération. Pauline, l'autre question Oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions et je crois des personnes qui veulent aussi s'exprimer directement. Donc, ça, on va vous donner la parole. Sur cette question de l'après-guerre, on avait reçu un message, aussi un mail de la part de Marielle de Rivoire qui voulait évoquer le cas de son grand-père qui était donc directeur adjoint du commissariat général aux questions juives de Lyon et qui a été jugé et condamné. Donc, voilà, je crois qu'elle fait des recherches à ce sujet. Il y a Catherine Estève qui voulait prendre la parole. Si vous voulez parler, allumez votre micro. Oui, on vous écoute. Il faut que vous allumiez votre micro en bas à gauche de l'écran. Donc, on sait que vous êtes là, mais il faut que vous activiez votre micro. Donc, en bas à gauche de l'écran, vous appuyez sur le micro pour qu'on puisse vous entendre. Catherine Estève. Pauline, on peut peut-être passer la main à Grégory Mera-Goldberg et on passera à Catherine après, si tu veux. Vas-y, oui. Allô? Oui, on vous entend, on vous écoute. Désolée, j'ai fait une mauvaise manip. Je suis toute nouvelle sur ce site. Par rapport aux spoliations,
moi, je voudrais dire quand même qu'il y avait tellement de misère à ne plus pouvoir travailler depuis tellement de temps qu'après la guerre, il y a beaucoup de juifs survivants qui n'avaient pas les moyens de rentrer dans des discussions avec la justice, vous comprenez, parce qu'il fallait payer. D'accord. Oui, c'est vrai. Merci pour votre remarque. On a une question, on a plusieurs questions. Je vais essayer de rassembler au sujet des administrateurs provisoires et ensuite on va vous redonner la parole. Il y a une question de Daniel Delmer. Est-ce que votre travail, donc Daniel Guibaud, couvre toute la France ou quelques départements? On a une question sur la Corse, savoir combien il y avait d'administrateurs provisoires en Corse. Et une autre question, Tal Brutman l'a évoqué tout à l'heure, quels ont pu être les liens entre certains, alors c'est plutôt des personnes des responsables du CGQJ localement, avaient pu être aussi s'engager activement dans la milice par ailleurs ou ensuite. Voilà, ces personnes souhaiteraient qu'on revienne sur ces cas-là. Donc, alors, Pauline, on va laisser répondre. Brutman, oui. Voilà, on va laisser répondre Tal Brutman qui doit nous quitter dans 10 minutes. Donc, les questions sont pour lui maintenant. Ouais, allez-y. En fait, je vais répondre sur la milice puisque David est bien plus compétent que moi sur les autres. Mais en ce qui concerne la milice, ce n'est pas des gens du CGQJ qui sont membres de la milice, c'est qu'on a affaire à des structures qui sont équivalentes, la milice est une administration, pour aller très vite, de l'État français, une administration très particulière, mais qui est une administration spécialisée, qui est l'équivalent de la SS en France, même si elle n'a pas du tout la même puissance ni la même réalité d'un point de vue effectif. Et donc, on a des liaisons et des transferts de cadres du CGQJ à la milice. Le CGQJ est créé en 1941, la milice est créée début 1943. On a des transferts de cadres d'un ministère à une administration très particulière, et on a aussi des membres du CGQJ qui sont membres par ailleurs, ils ont une double casquette, membres de la milice, ce qui fait que le 6 juin 1944, quand il y a la mobilisation nationale des membres de la milice, on voit des membres du CGQJ qui quittent le CGQJ pour aller combattre sous l'uniforme de la milice. Donc ce sont des administrations qui sont très très proches idéologiquement. Voilà, pour aller très vite. Et il y a une grande porosité entre les deux administrations, tant en termes de cadres que de militants et d'objectifs intellectuels. La milice est férocement antisémite et le CGQJ, je pense qu'il n'y a pas la peine de souligner à quel point ils sont férocement antisémites. Laurent Joly, vous voulez rebondir? Alors, David Guilbaud, il y avait des questions pour vous. Oui, rapidement, oui, ça concerne toute la France. Et en Corse, il y en a à 0. Voilà, aucun en Corse, qui d'ailleurs n'apparaît pas sur la carte parce que c'était plus pratique pour afficher la carte. Mais non, aucun en Corse. Il y a des Corses, mais qui souvent sont plutôt à Marseille ou à Nice. Je vois aussi une question, parmi les administrateurs, retrouve-t-on beaucoup de miliciens? Je dirais qu'il y en a, mais c'est loin d'être généralisé. Il y en a un nombre sans doute pas complètement négligeable, mais pas majeur non plus. Il y a une question aussi, Tal Brutman ou Laurent Joly, sur la position de la Chambre des notaires face aux spoliations. Est-ce que les archives des notaires ne sont pas forcément ouvertes et n'ont pas été complètement documentées par les historiens? Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Une étude est parue il y a quelques années qui a fait le point sur cette question, mais je n'ai pas les données en tête, donc je ne sais pas si mes camarades ont des choses à dire sur les notaires. Tal ou Laurent? En ce qui concerne les notaires, il y a eu un très bon documentaire qui a été fait, qui est passé sur France 3 Aquitaine, Bordeaux, il y a quelques mois, qui s'est penché sur la question parce que les chambres des notaires se sont montrées très rétives à ouvrir leurs archives, ce qui est assez paradoxal, puisque d'une part, les minutes notariées sont par la loi propriété de l'État et doivent être versées auprès des archives départementales, et d'autre part, il y a eu notamment grâce à la mission Matteoli et à différents travaux,
la mise au jour d'un fait qui est intéressant et qui là aussi demanderait à être étudié ou en tout cas explicité, c'est que théoriquement, quand un bien est vendu, les sommes sont versées sur un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les notaires qui ont procédé à la vente. Et il a été vu au jour que l'immense majorité des sommes n'ont jamais été versées. Or, c'est problématique parce que c'est totalement illégal. Évidemment, les notaires, après la guerre, ont expliqué que c'était pour résister. On peut dire très rapidement que c'est un foutage de gueule, parce que si en 1942 les notaires sont mis à résister, c'est qu'ils avaient détecté le cours de la guerre bien avant les autres, et que visiblement, il y a eu énormément de magouilles sur ces questions-là, voilà, pour aller très très vite. Oui, il y a un témoignage à ce sujet d'une des personnes dans le public qui indique que la maison de son oncle, que l'oncle de son père, pardon, dont il était héritier, a été loué par le notaire de la commune après sa déportation en 1942. Il n'a jamais pu la racheter car les taxes étaient trop élevées. Il serait intéressant de savoir qui a confié cette gestion au notaire et qui a bénéficié des loyers et de la vente. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là. En général, pardon, je reviens sur les notaires rapidement, c'est l'administrateur qui désigne le notaire. Quelquefois, c'est la direction régionale aux questions juives. Mais sur les questions purement financières, il y a matière à retrouver tous les éléments dans les registres effectivement de la Cour de la Caisse des dépôts. Et c'est bien évident que dans les... Moi, j'en ai repéré quelques-uns en Lot-et-Garonne, des cas comme celui-ci. Les déportés, par exemple, qui ne sont pas revenus, lorsque leur maison a été vendue ou leurs meubles ont été vendus chez eux, il est bien évident que les notaires n'ont pas toujours rendu le produit de la vente à la Caisse des dépôts. Donc, il y a quelques biens en déshérence qui n'ont jamais été rendus, c'est sûr. Je crois que Tal Brutman a dû nous quitter. Oui, merci à Tal Brutman qui est parti. Et le remercier très chaleureusement pour sa contribution à ces échanges aujourd'hui. Merci. Il y a plusieurs questions sur les certificats de non-appartenance à la race juive délivrés par le CGQJ et aussi plusieurs questions sur l'articulation entre le commissariat aux questions juives et l'UGIF. Il y a plusieurs, alors ce sont des organisations qui sont différentes. Peut-être il faut refaire le point là-dessus rapidement pour notre public. Laurent Joly, je crois que la dernière question est pour vous. Alors, le CGQJ donc avait, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'esprit de Dannecker, avait vraiment vocation à accélérer la séparation des Juifs du reste de la société. Et donc, il y avait cette idée de créer une association juive obligatoire. Alors, Dannecker avait essayé d'en monter une à Paris au début de l'année 41, et puis finalement, c'est le commissariat général aux questions juives qui doit le faire. Et donc, Xavier Vallat prépare une loi qui a été très difficile à rédiger parce qu'il y avait des réticences au sein du gouvernement. On commençait quand même à aller un peu loin. Et donc l'UGIF, l'Union générale des Israélites de France, a été créée par une loi du 29 novembre 1941, qui est on va dire un compromis entre ce que les Allemands veulent, ce que Vallat veut et ce que le gouvernement... voilà. Donc, toutes les associations juives sont dissoutes, sauf les institutions religieuses. Donc le consistoire ne fusionne pas, et ça c'est ce qui vraiment distingue l'UGIF des associations juives obligatoires ailleurs en Europe, où il y a une dimension religieuse très forte. Et cette l'UGIF est créée dans les deux zones. Donc il y a un comité que Xavier Vallat va constituer en prenant on va dire des notables juifs qui sont en gros les représentants des principales organisations d'assistance qui existaient déjà. Et le contrôle de cette association dépend du commissariat général aux questions juives. Au sein du commissariat général aux questions juives, vous avez un service de contrôle de l'UGIF. Alors, les Allemands ont leur propre aussi service qui contrôle l'UGIF. Il y a même deux Juifs autrichiens qui sont des proches de Dannecker, qui sont en gros des traîtres espions, on peut les appeler, mais qui vont aussi rendre des services. Donc c'est un peu plus, c'est toujours compliqué. Donc voilà, l'UGIF d'un point de vue institutionnel dépend
du commissariat général en question juive, mais d'un point de vue d'un point de vue réel, dépend évidemment aussi de Dannecker. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent comment faire des recherches, en fait. Donc, j'ai le document des arrêtés de l'administrateur provisoire de l'entreprise de four de mes parents, ainsi que son nom, mais comment puis-je le rechercher? Voilà, en dehors des historiens, les personnes qui souhaitent faire des recherches par rapport à leur histoire familiale, quelles sont les archives à quels documents ils peuvent avoir accès? Qu'est-ce qu'ils peuvent consulter? C'est en fait assez simple, hein. Vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que si vous avez le nom de la personne qui a été spoliée, vous allez aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, vous allez sur un des postes de travail qui sont en accès libre, vous allez sur une base qui s'appelle ARIA, A-R-Y-A, vous tapez le nom et en principe, ça vous donne la cote, la localisation du dossier d'arianisation. En sachant que ces dossiers ont tous été microfilmés, c'est-à-dire que vous pouvez là aussi immédiatement aller sur un poste à l'étage du bâtiment, vous prenez la bobine qui correspond et vous pouvez commencer à regarder le contenu du dossier tel qu'il a été microfilmé. Et donc là, vous allez... Ouais. Il y a un problème de son. Oui, David, on ne vous entend plus. Alors, je vais prendre le relais si vous voulez bien. Les dossiers sont déposés physiquement aux Archives nationales et sont microfilmés, mais il y a un jeu entier de copies qui existe au Mémorial de la Shoah pour ceux qui préfèrent être aidés par les documentalistes du Mémorial. Je pense qu'il y a des documentalistes très qualifiés qui vous aideront à rechercher le dossier qui vous intéresse parmi la jungle du classement du fonds AJ38, qui est donc le fonds des dossiers de spoliation. Laurent Joly, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, quand on ne connaît pas grand-chose aux archives et qu'on a peur d'être perdu, c'est vrai qu'il vaut mieux aller au Mémorial de la Shoah où c'est un encadrement plus de proximité, on se retrouve perdu dans la salle des inventaires, même si les présidents de salle qui sont là sont très attentifs à aider, mais il y a beaucoup de monde parfois, donc voilà, les deux De options manière sont possibles. générale, il est bon de souligner qu'en ce moment, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller au Mémorial de la Shoah que d'aller aux Archives nationales, puisque les archives sont limitées à 60 places par jour, et si vous ne l'avez pas réservé 7 jours en avance, c'est fichu, vous n'y arriverez pas. Donc, Alors, c'est vrai que notre institution est fermée et ouverte. C'est vrai que le centre de documentation est ouvert. Il faut prendre rendez-vous. Il y a un nombre de places limitées aussi. Mais nous sommes ouverts. Et la librairie également. Mais sinon, Pauline, excusez-moi, ça peut être utile aussi de faire un saut aux archives départementales de chez vous. En général, les dossiers de spoliation sont relativement bien identifiés, et particulièrement pour les suites après la guerre, les éventuels remboursements, déconsignations. Les archivistes aux archives départementales vous aideront aussi. Alors, il y avait une question aussi sur la création et les enjeux du commissariat général aux questions juives. Donc, est-ce qu'il a été créé aussi dans la crainte qu'en zone nord, les entreprises arianisées, surtout les plus grandes, soient saisies par des sociétés allemandes? Y a-t-il eu des associations d'administrateurs provisoires avec plusieurs administrateurs provisoires voilà. Laurent Joly. Je laisserai David répondre sur les associations. Il y en a eu. Non, le commissariat général en question juive, je l'ai expliqué dans mon topo, répond vraiment à une volonté politique. C'est une demande politique, c'est des arbitrages politiques pour répondre à la crainte d'une invasion, d'une mainmise allemande sur l'économie et via les entreprises juives. Il y avait déjà l'outil qui existait, c'était le SCAP. Donc le commissariat aux questions juives a de fait l'absorber, mais la création du commissariat aux questions juives répond à d'autres objectifs, ceux que j'ai définis tout à l'heure. David. Sur les associations, oui, il y en a eu. Alors tout d'abord, vous avez à Lyon, en octobre 1943, une association des administrateurs provisoires de la région de Lyon qui se constitue. Et puis à Paris, en février 1944, vous avez une association des administrateurs provisoires de France qui se constitue, dont le but affiché dans les statuts est de resserrer les liens amicaux entre les administrateurs provisoires anciens et en fonction et d'assurer la défense de leurs intérêts.
Alors, ce qui est amusant, enfin, si on veut, c'est qu'après la libération, ils vont quand même se manifester auprès du gouvernement provisoire de la République française pour dire on est toujours là, on est en quelque sorte des serviteurs on est les serviteurs de la justice, et donc on a servi la justice jusqu'à présent, on voudrait bien continuer à le faire. Malgré le changement de contexte. Donc finalement, le GPRF va dissoudre le 4 janvier 1945 cette association, puisque considérant que son but avoué était de faire échec aux ordonnances, comme on disait, rétablissant la légalité républicaine et donc rendant nulles toutes les procédures de spoliation. Alors, on va bientôt prendre vos dernières questions parce que le temps va nous manquer. On arrive au terme de cette rencontre. Il y a une personne qui souhaitait partager avec nous le fait qu'il a fait donc des recherches. Dans le cadre de recherches sur des réfugiés juifs allemands, j'ai retrouvé dans les archives des demandes insistantes du préfet du Var auprès du maire pour savoir quels biens, entre guillemets, ils avaient laissés derrière eux après avoir été raflés. Qui, a priori, prenait en charge les 10 biens récupérés? Là, je vais répondre parce que la question s'est posée en Lot-et-Garonne, puisque c'est un département où les réfugiés juifs allemands et autrichiens étaient nombreux aussi. Qui prenait en charge? C'est simple. Soit un administrateur était nommé, et le plus souvent, avait détecté, entre guillemets, le bien en déshérence et qui, de fait, devenait l'administrateur provisoire et menait la vente jusqu'à son terme. Soit le bien reste complètement en déshérence et il est mis sous scellé. Là, pour le coup, c'est le maire qui le met sous scellé, qui signale au préfet. Après, c'est le préfet qui donne suite ou pas pour signaler, lui, de son côté, ce commerce en déshérence ou cette maison en déshérence au commissariat général aux questions juives, mais c'est pas systématique. Les liens entre les préfectures et les directions régionales aux questions juives ne sont pas toujours si idylliques. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut répondre aussi. Non. Mais il y a des biens de déportés, effectivement, qui ont suscité tout un tas d'appétits de personnes qui voyaient tout d'un coup ces maisons abandonnées, remplies ou pas de mobilier important ou pas. Et il y a dans tous les départements de zone libre des ventes aux enchères qui ont lieu soit directement dans la maison, c'est-à-dire que les voisins, les habitants du village sont appelés à venir acheter le contenu de la maison pièce par pièce, soit quelquefois des ventes aux enchères qui ont lieu dans un endroit public de la ville la plus proche, où là c'est un huissier qui organise tout ça et le produit de la vente est remis à la caisse des dépôts. Ce qui d'ailleurs va être aussi ce qui se passe, par exemple, dans le cas de la liquidation d'un petit commerce. Vous allez avoir une vente au grand public des éléments du fonds de commerce. Et donc, un tel va pouvoir faire l'acquisition, je ne sais pas, d'un métier à tisser. Un autre va prendre le fauteuil, et ainsi de suite. Ils vont dépecer. Très bien. On arrive au terme de cette rencontre. Peut-être un mot de conclusion les uns les autres. Laurent, tu veux... Laurent, ouais. Oui, Laurent Joly est le directeur de thèse de David Guilbault, c'est pour ça que... Et c'est quand même l'expert du CGQJ. Ben, il y a encore, moi, très modestement, qui ne connaît les spoliations qu'à travers mon département, je pense qu'il reste encore quelques questions à éclaircir. On a beaucoup parlé des acquéreurs aujourd'hui entre nous. Ils sont encore eux-mêmes mal connus. Hein. Puis très difficile à retracer vu la multiplicité des acquéreurs et le fait que, comme on disait, c'est parfois des tout petits éléments qui sont vendus et qui disparaissent. Parfois aussi, c'est des faux noms ou c'est très difficile à retracer. En gros, c'est une population qu'on peut connaître. Oui, c'est ça. Donc, il pourrait aussi y avoir une thèse sur les acquéreurs parce qu'eux-mêmes se sont syndiqués. Il y avait une association aussi de défense des acquéreurs. Et d'ailleurs, ça a été les plus virulents. Ils ont été encore plus virulents que les administrateurs provisoires, puisque considéraient qu'ils n'avaient rien fait de mal, ils avaient juste acheté un bien de bonne foi. En dépensant de rare. Donc voilà quoi. D'ailleurs, je crois que c'était dans le nom de leur association, il y avait de bonne foi. C'était pas l'association des acquéreurs de biens juifs, c'était il y avait un nom que j'oublie. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, nonobstant les différentes publications de nos invités,
Sur le site de la documentation française, vous trouverez les 10 rapports de la commission Matteoli qui ont été publiés il y a déjà assez longtemps, en version PDF, gratuit. Et en particulier, il y a un très important guide de recherche dans les archives des spoliations qui vous permettront de vous décomplexer par rapport aux archives et faire vos propres recherches. Et donc, vous tapez rapport Matteoli, documentation française, vous pourrez télécharger tous les rapports. Si les uns ou les autres veulent peut-être conseiller d'autres lectures. Laurent, tu ne veux pas conseiller tes propres livres? Bah, non, c'est pas l'heure de faire de la publicité. Au début, et puis, oui, et puis on attend votre thèse, donc David Guibaud, pour un autre rendez-vous suite à votre soutenance. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre, puisque Tal Brutman nous a quitté un peu en amont, mais merci infiniment pour vos contributions et puis à très bientôt. Merci. Merci Pauline Dubuisson. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. À bientôt.